politique, ça bouge également au sein du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, avec la candidature annoncée de 2 ministres notamment et leur départ justement du pouvoir. Issa Chiroma Bakari, désormais ancien ministre camerounais de l'emploi et de la formation professionnelle, une annonce de candidature suivie de près par celle de Bello Bouba Maïgari. Il faudrait savoir que le dépôt officiel des candidatures, lui, par contre, reste encore attendu. Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma rejoignent une liste de candidats déjà déclarés. On a les opposants Maurice Kamto, Cabral Libi, je crois aussi, ou encore Serge Espoir Matomba, Akeremouna. C'est un sujet, le sujet central d'ailleurs à l'ordre du jour de ce Dash Talk. Autre sujet, le rappel des troupes par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais face à la vague de défection dans les rangs justement du parti. On aura vu le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, sur très hautes instructions du président de la République, Paul Biya, engager une série de rencontres avec les membres du gouvernement et les parlementaires des différentes régions du Cameroun. Les concertations qui ont débuté par la région de l'extrême nord. Il faudrait savoir que l'objectif affiché de ces rencontres initié par le SGPR est de définir les différentes stratégies concertées et remobiliser les uns et les autres en vue justement d'une victoire éclatante et sans bavure à l'issue du prochain scrutin présidentiel. Les concertations vont donc se poursuivre avec les membres du gouvernement et parlementaires des autres régions du Cameroun. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors, nos invités sont là sur ce plateau. Le professeur Alphonse Amougou-Mbarga, il est enseignant des sciences politiques à l'université de Douala. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, en face de vous, David Moukoudi, cette fois-là, j'ai bien prononcé. Alors, observateur société civile, ONG, Un monde à venir. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Amel. Bonjour aux co-discutants du jour et bonjour également aux Camerounais qui nous suivent à travers la télévision Dash. Alors, en face de vous également, Emmanuel Yamga, il est secrétaire général du Parti camerounais pour la réconciliation nationale pour la région de l'Ouest. Bienvenue. Oui, la région du Sud-Ouest. Du Sud-Ouest, merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci Amel pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur ce plateau. Je me sens toujours honoré d'être assis là tout à côté de vous pour apporter ma modeste contribution par rapport au débat du jour. Permettez que je saisisse cette occasion déjà pour passer le bonjour à tous vos millions de téléspectateurs ainsi qu'aux panélistes ici présents. Je fais allusion au professeur et à monsieur Moukoudi de la société civile. Et j'espère que durant notre entretien ici, ce que nous allons dire sera des choses qui vont permettre à ce que notre pays aille de l'avant. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour dire un mot par rapport à une situation que nous vivons depuis un certain temps, depuis quelques semaines, je veux dire au cours de cette semaine, avec une vidéo virale sur les réseaux sociaux qui remet en question notre idéologie, le fédéralisme communautaire, une vidéo dans laquelle un homme bien connu de la place publique et de la place politique sur la scène politique camerounaise qui indique que l'honorable Noran Foster devrait rentrer plutôt dans son village pour se représenter. Allons-y rapidement, s'il vous plaît, très rapidement. Nous pensons justement que ce n'est pas ça le fédéralisme communautaire. Le fédéralisme communautaire voudrait qu'on reconnaisse qu'il y ait des communautés et que dans ces communautés vivent des personnes venant de différents coins du Cameroun et qui doivent participer là où ils vivent à l'émergence de cette communauté identifiée. Donc voilà une petite précision que je voulais apporter à cette façon de voir des incompréhensions en ce qui concerne le fédéralisme communautaire. Très bien, merci à vous, monsieur Yamga. On va prendre le premier arrêt de ce programme. Il s'agit de la revue de la presse. Cédric Tachago a lu les grandes unes. Il a sélectionné quelques-unes des grandes unes parues cette semaine. Voici la revue de la presse. Bonjour. Dans la presse cette semaine, la présidentielle de 2025
Après Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari, à qui le tour, s'interroge le journal Expression politique. Les deux figures, autrefois alliées de poids du RDPC, sont sur les starting blocks pour l'échéance d'octobre 2025. Et le journal scrute l'horizon pour savoir si certains leur emboîteront le pas au sein du gouvernement. Après sa démission, le leader du FSNC a pris la parole. Issa Chiroma Bakari déclare dans les colonnes du quotidien Mutation que ce n'est plus Paul Biya qui dirige le Cameroun. L'ex-ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle s'étend un peu plus sur les mobiles de ce retrait du gouvernement. Les événements actuels inspirent une autre question au journal La Nouvelle Expression. Paul Biya perd-il le Nord ? Des figures de cette partie du pays tournent le dos à la politique du renouveau. Une situation qui s'ajoute à plusieurs revendications latentes dans la partie septentrionale. Mais la contre-attaque vient de Jacques Famendongo. Dans les colonnes de Cameroun Tribune, le secrétaire à la communication au comité central du RDPC déclare qu'il n'y a rien de nouveau au sujet des nouvelles positions de Issa Chiroma et Bello Bouba. Pour le ministre d'État, le RDPC continue sereinement sa préparation pour le rendez-vous d'octobre prochain. La preuve, le camp Biya est en mode contre-offensive selon le quotidien Émergence. Le palais d'Etoudi abrite depuis le 1er juillet 2025 des concertations en prélude à la présidentielle. Ministres et parlementaires des dirigeants affûtent les armes avec le SGPR Ferdinand Gongo. Des rencontres qui, selon le journal Innovation, sont vouées à l'échec. Et pour cause, la vague de critiques qui accompagne l'initiative. Mais à l'approche de l'élection présidentielle, un bilan s'impose. Et pour diapason, le Cameroun a traversé 40 ans de promesses et de fractures. Entre réalisations visibles, le RDPC, parti au pouvoir, fait face à une population de plus en plus exigeante selon le journal de François Mboké. Mais en attendant octobre, la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest était à l'ordre du jour à Bamenda cette semaine. Le Premier ministre était en mission d'évaluation, informe Cameroun Tribune. Au nom du chef de l'État, Joseph Diongouté a présidé la 7e session du comité de pilotage de Pipi Hardy et visité quelques projets réalisés et des chantiers en cours. Dans l'actualité économique, Défi Actuel a fait un zoom sur le secteur des hydrocarbures et annonce la fin des subventions des carburants dès 2026. Selon le gouvernement, l'opération rendue possible par une baisse attendue des cours mondiaux du pétrole ne devrait pas se traduire par une nouvelle hausse à la pompe. Au Parlement camerounais, le débat d'orientation budgétaire est en cours et le journal Eco News se demande si le Cameroun va oser affronter la vérité des chiffres. Chaque année, le rituel se répète. Le débat d'orientation budgétaire qui a commencé au Parlement est censé éclairer les choix économiques du gouvernement pour les années à venir. Mais derrière les tableaux et les projections, indique le journal, la réalité d'une économie sous tension et les incertitudes d'un monde chahuté jettent une ombre persistante sur les ambitions affichées. On retrouve avec le même plaisir, ce sera dimanche prochain pour une nouvelle édition de la Revue de la Presse. Alors, je vais justement commencer par vous, professeur. On parle de ces soutiens de Paul Biya qui ont décidé de se présenter à la prochaine présidentielle, notamment Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari. En quoi est-ce que cela devrait surprendre si des individus décident de se présenter à la présidence? Moi, je ne suis pas surpris du tout. Il se trouve que à un moment, chaque acteur politique peut se déterminer. Donc, M. Bello Bouba et M. Chiroma ont pensé peut-être que pour eux, le moment est venu de se déterminer. Je rappelle que ce n'est pas la première fois d'ailleurs que M. Bello est candidat à l'élection présidentielle. Je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'un ressortissant du Nord est candidat à l'élection présidentielle. Donc, en réalité, ça ne devrait pas être une surprise. Et il faudrait également remarquer que lors des élections intermédiaires, l'UNDP de M. Bello Bouba ou le FNCC M. Chiroma ont souvent challengé le RDPC avec de très très bons résultats. D'ailleurs, c'est l'UNDP qui contrôle la mairie de Ngaoundéré et le conseil régional de la Damawa. Donc, à mon sens, ce n'est pas aussi surprenant que cela pourrait laisser croire. Donc,
on observe la scène et puis le moment des candidatures, on verra exactement ce que chaque candidat pèse sur la scène politique nationale. Alors, le professeur parle justement d'observation de la scène. David Moukoudi, vous qui êtes observateur justement, vous faites partie de la société civile. D'aucuns parlent de stratégie justement, puisqu'on sait, il est su pour beaucoup, que c'est des soutiens indéfectibles au régime en place. Armel, avec votre permission, votre diligence, je vais prendre 30 secondes seulement pour adresser mes vives condoléances à l'épouse de mon camarade de classe, le jeune Émile Gaston Bissot-Solo, comme on aimait bien l'appeler, au collège, qui a été arraché brutalement à la vie par un accident de circulation, alors même que ça fait moins d'1 an que sa fille de 5 ans avait été violemment violée, ici même à Bonapriso, et depuis lors, la justice n'a pas encore été rendue à ce jeune Camerounais qui criait, qui allait de plateau en plateau pour demander à ce que justice soit rendue pour sa fille qui avait été violée et tuée. Je vais comme ça adresser mes condoléances à son épouse et à toute sa famille. Je reviens pour répondre à votre question par rapport à ce que nous observons depuis un moment avec les candidatures qui sont déclarées, avec les démissions de certains ministres de leur portefeuille gouvernemental. Il faut dire que, comme le professeur l'a dit, ce n'est pas une situation inédite. C'est vrai que les démissions chez nous au Cameroun, on en connaît très peu, surtout venant du gouvernement. Mais en cette période où, vous savez, 2025 est une année assez charnière pour le Cameroun, mais aussi très déterminante. Donc, nous ne sommes pas surpris de voir que c'est un gros allié au parti au pouvoir soit en train de le laisser tomber. Oui. Mais en même temps, nous n'allons pas être euphoriques. Nous n'allons pas, même si nous voulons rester optimistes, nous n'allons pas être dupes. On va continuer à rester vigilants parce que ça n'est une chose de démissionner du gouvernement, de lâcher son allié indéfectible d'hier, parce que quand même c'est plus d'une 20aine d'années pour certains d'entre eux et près d'une 40aine d'années pour d'autres d'alliances qu'ils avaient tissées avec le parti au pouvoir et principalement avec le président Biya. Donc pendant que nous sommes optimistes, parce que nous nous disons c'est toujours des démissions comme celle-là sont toujours à prendre avec optimisme et voir comment les exploiter pour que cela soit un avantage pour le camp d'en face, surtout les partis politiques de l'opposition. Mais de l'autre côté, on ne va pas être naïf. On doit garder un œil parce que ça peut aussi être une stratégie pour démobiliser les troupes de l'opposition. Le fait que ces personnes ces ministres qui ont été 20 ans, 40 ans des alliés indéfectibles, qui ont assuré à chaque fois une victoire incontestable au parti au pouvoir, aux candidats du parti au pouvoir dans leur région d'origine et même dans les autres localités où ils sont implantés, croire aujourd'hui que ils pourraient utiliser ce capital-là pour leur intérêt personnel, ce serait un peu difficile parce qu'il faut aussi le reconnaître, le Nord ou le Grand Nord, le septentrion, comme on aime bien le dire, n'est pas le bastion réservé à un parti politique bien précis. Même que ce soit l'UNDP, que ce soit le FNNC, oui, qui ont des élus en majorité là-bas, mais on a aussi vu une percée des partis tels que le PCRN qui a aussi réussi à avoir quelques élus dans ces régions-là. Nous avons vu le MRC qui a réussi à implanter des comités de base, des cellules dans ces régions, à avoir beaucoup de militants. Donc aujourd'hui, les présidents de ces partis politiques, dont l'UNDP et le FNNC, ne peuvent plus se prévaloir d'avoir le contrôle à 100% du territoire du septentrion et penser que ça peut être utilisé comme un élément soit de chantage ou un élément stratégique pour se positionner. Et croire que les autres partis qui ont réussi quand même aussi à avoir quelques capital crédit là-bas, vont rester les bras croisés. Moi, je dis, même si on pense avec beaucoup
d'optimisme. Ces démissions de ces grands alliés au RDPC, il faut quand même toutefois rester vigilant et continuer à observer pour que nous ne soyons pas surpris d'une éventuelle stratégie de division au niveau de l'opposition. Très bien. Merci. C'est clair que Issa Chiroma Bakari a démissionné, mais Bello Bouba Maïgari, par contre, ne l'a pas encore fait. Emmanuel Yamga, je vais vous poser une question. L'opposition a crié au scandale. Ce n'est pas la première fois qu'on voit l'UNDP venir s'allier à l'opposition et puis par après lâcher justement cette opposition pour aller porter son soutien au parti au pouvoir. Et on a l'impression de revivre la même histoire. Effectivement, Amel, c'est la raison même pour laquelle nous restons très prudents par rapport à ces démissions de ces caciques du pouvoir. Nous notons que ces démissions sont des indicateurs même de la déliquescence que nous vivons depuis 42 ans et cela montre davantage que nous sommes à un moment crucial de la vie politique du Cameroun et que les uns les autres mènent des actions dans le sens de repositionnement, parce que nous ne trouvons pas normal que des personnes qui ont soutenu un régime durant plusieurs décennies sortent aujourd'hui et voudraient nous laisser croire qu'ils sont devenus les héros que nous devons célébrer. Les héros deviennent les héros, nos bourreaux deviennent les héros, et ils pensent que avec leur acte de démission du gouvernement, cela va leur donner le cutis nécessaire pour pouvoir briguer la magistrature. Nous pensons que ces gens ont une stratégie certainement pas encore connue. Et comme l'indiquait M. Moukoudi, ça pourrait être une façon de rentrer dans les rangs de l'opposition pour davantage le déstabiliser, ce rang, et faire à ce que le parti qu'ils ont toujours soutenu se maintienne au pouvoir. Mais nous restons très vigilants par rapport à cet état de choses. Nous disons que les Camerounais et surtout nos compatriotes de la partie septentrionale qui sont devenus de plus en plus vigilants et qui savent ce qu'ils veulent, doivent essayer de comprendre que des personnes qui ont été là dans le cercle très fermé du pouvoir, qui n'ont pas pu leur apporter de l'eau, qui n'ont pas pu leur construire des écoles, qui n'ont pas pu participer à leur bien-être sanitaire, que ce n'est pas aujourd'hui, après leur démission fracassante du gouvernement, qu'ils feront le miracle. Nous pensons très sincèrement que c'est un acte de repositionnement parce que ces personnes-là sentent que le régime qu'ils ont soutenu depuis un certain nombre d'années, ce régime est en train de perdre de la vitesse. Ce régime, cette année, est une année cruciale au cours de laquelle ce régime certainement ne sera plus là où il est et ces personnes-là cherchent donc des voies et moyens de se retrouver ça et là et continuer dans leur façon de torpiller le Cameroun. Et ça ne va pas marcher. Nous restons vigilants. Les Camerounais sont suffisamment matures aujourd'hui et savent quels sont les choix nécessaires, quels sont les bons choix qui doivent être opérés au cours en cette année électorale en octobre 2025. Très bien. Avant de revenir à Basile Togo qui nous a rejoint sur ce plateau, je vais lire quelques contributions. Je suis d'accord avec M. David Moukoudi. Le peuple doit rester vigilant et observer avec beaucoup de prudence les agissements qu'il y a à l'heure actuelle. Toutefois, disons que mieux vaut tard que jamais. Les démissionnaires sont sincères. Si les démissionnaires sont sincères, notons néanmoins que le ministre Bello Bouba, je l'ai dit, n'a pas encore démissionné. Alors, on a M. Essomba depuis Yaoundé qui parle de l'éveil de conscience. Il dit quand même que le Septentrion, c'est une force avec laquelle il faut pouvoir compter. Et le RDPC a d'ailleurs su compter sur le Septentrion depuis des années. Merci, madame, de prêter la parole. Je voudrais déjà dire bonjour à tous les co-panélistes. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent dans le cadre de cette émission. Et vous remercier par la suite pour l'invitation que vous avez accordée au RDPC à l'effet de prendre part à cette émission. Au regard des thématiques qui sont posées, je crois que
le RDPC ne pouvait pas manquer à cette émission. Et pour répondre à votre question, le Grand Nord constitue un bastion électoral très fort pour tout parti politique sérieux qui voudrait accéder au pouvoir. Et c'est dans ce cadre-là donc que le RDPC a travaillé pendant des années à l'effet d'asseoir son autorité dans le Grand Nord. Et il me semble que, au regard de la configuration actuelle, il serait faible de croire que le RDPC a des victoires ou bien a des résultats dans le Grand Nord grâce au ministre Bello et au ministre Chiroma. Vraiment, il serait faible de le croire. Parce que le RDPC est fortement implanté dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord en général, nous avons 33 sections de RDPC. Nous avons 504 sous-sections, 4500 comités de base et 10 200 cellules. Et lorsque vous faites x3, à savoir le RDPC, l'OJ, l'OF, vous voyez que le RDPC est fortement implanté dans le Grand Nord. Et la preuve en est que, lors des élections locales, ces partis politiques, à savoir l'UNDP et le FNC, opposent des candidats au RDPC, que ce soit au niveau de la mairie, au niveau de la députation, au niveau des sénatoriales. Et lorsque vous voyez le nombre d'élus locaux dont dispose le RDPC dans le Grand Nord, face à ces partis politiques-là, vous comprenez donc que le RDPC n'a pas eu besoin de ses alliés. Même si, il faut le relever, lorsque vous vous séparez d'une femme, c'est toujours avec un pincement de cœur. Parce que aucune séparation n'est bonne. Parce que ce sont des voix en moins qu'auraient pu vous apporter, n'est-ce pas, ces alliés-là. Oui. Mais à espérer que l'opposition va dire, ou bien va se prévaloir le fait que, comme nous avons perdu des alliés, notamment ces deux ténors, le RDPC perd le Grand Nord. Non, il faut être réaliste. Parce qu'en politique, il n'y a pas d'ennemis perpétuels, il n'y a pas aussi d'alliés éternels. Le FNC et l'UNDP sont partis, mais je ne peux pas vous dénombrer le nombre de partis politiques qui cognent à la porte du FDPC à l'effet de faire alliance avec eux. Ils sont nombreux. Et la preuve même, au sein même de ces partis politiques-là, beaucoup ont désisté, ont démissionné pour rejoindre les rangs du RDPC. J'en veux pour preuve officiellement ces 3 élus qui ont démissionné de l'UNDP pour entrer dans le RDPC. N'est-ce pas? Et par ailleurs, ce qui se passe là, Madame Ga, c'est la vitalité démocratique dont a voulu le chef de l'État. Ces partis politiques qui vont aux élections aujourd'hui, c'est le Cameroun qui en est bénéfique. On a élevé le niveau démocratique au Cameroun. Ça, il faut s'en féliciter. Et lorsque vous écoutez le discours du ministre d'État Bello Bouba, il a clairement indiqué que l'UNDP a tout fait pour avoir des élus à l'effet de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Cela rejoint l'article 121 du Code électoral qui dispose que pour être candidat à l'élection présidentielle avec un parti politique, il faut avoir ne serait-ce qu'un seul élu. Et il faut saluer le discours du ministre Chiroma, du ministre Bello. Je pense que c'est moi qui ai la parole. Non, je demande. Je pense que c'est moi qui... vous dites peut vous êtes déjà le modérateur. David, permettez qu'il termine. Vous êtes déjà le modérateur. Permettez-moi de chuter. Non, ce n'est pas élégant ce que vous faites. Quand vous aurez la parole, vous allez repréciser votre pensée. S'il dit quelque chose qui n'est pas précisé dans le code électoral, mais permettez-moi donc d'avancer. On parle de représenter, non d'élu. Permettez-moi donc d'avancer. Pour information. Permettez-moi d'avancer. Après, vous allez me reprendre si vous êtes si intelligent que ça. Moi, je dis ce que le code électoral dit. Qu'il faut être des élus. Permettez-vous, je vous donne la parole juste après lui. Il peut continuer, mais j'appelle à son humilité. Quand on ne connaît pas, c'est vous qui êtes censeur ici. C'est vous qui êtes censeur.
Monsieur Moukoudi, il faut Soyez qu'on quand avance. même modeste. Il faut qu'on avance. Moi, je ne fais pas un argument, les discussions avec vous. Moi, je suis en train de... Oui, monsieur, d'analyser vous étiez pour sur les le code téléspectateurs. électoral. Très bien. Donc, il a dit qu'il a fait tout pour avoir ne serait-ce qu'un élu pour pouvoir candidater à l'élection présidentielle. Et c'est ça qu'il faut retenir dans cette allocution-là. Parce que lorsque vous voyez un ministre comme Bello, qui a quand même de l'expérience politique, ses paroles ne vont pas en l'air pour autant. Par ailleurs, je comprends qu'il y a beaucoup qui s'interrogent sur l'opportunité de ces démissions-là à la veille de l'élection présidentielle. Mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous allez empêcher les gens d'avoir des ambitions? C'est plutôt nous qui devions avoir peur pour autant. Mais vous voyez la sérénité avec laquelle j'affiche sur le plateau. Le RDPC est serein. Le RDPC est serein. Le RDPC a une sérénité à nulle pas paraître. Je vous assure, ceux qui connaissent le RDPC, c'est 40 ans d'existence juridique. C'est 40 ans de stratégie, je voudrais même dire de haute stratégie politique. Donc venir ici, déclarer que parce que le RDPC a perdu quelques alliés, cela voudrait dire que le RDPC a été vomi dans le Grand Nord. C'est faire preuve de beaucoup de faiblesse. Parce qu'au regard des éléments d'analyse que j'ai apportés, vous voyez fortement que le RDPC est ancré dans le Grand Nord. Et ça, c'est un défi majeur pour le RDPC. L'élection présidentielle 2025, c'est un défi majeur pour le RDPC. Ce qui se passe là, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Et je vous assure, ce sera la plus belle élection présidentielle qu'aurait gagné le RDPC depuis l'avènement du multipartisme. Très bien. Alors, avant de vous passer la parole, David, le code électoral, l'article 121 du code électoral ne parle pas d'élus, mais de partis représentés. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est tout. Très bien. Alors, écoutez, ne parle pas mais de partis représentés. Non représentés. L'expression, c'est parti politique non représenté. Ce n'est même pas parti politique représenté. C'est la précision que je voulais aussi faire. Allons-y. Très bien. Juste un bout Oui. de cet article-là, on ne comprendrait pas réellement ce qui y est dit. On va le lire Oui, dans quelques minutes. Alors écoutez bien la notion d'héros est propre au RDPC qui, dans leurs officines, ont déjà proclamé Bello Bouba Maïgari comme le nouveau leader de l'opposition, mais il convient de dire avec force que lorsque le RDPC désigne quelqu'un comme leader et en fait la propagande, eh bien, il faut être prudent. Encore que Bello Bouba reste à l'heure actuelle membre du gouvernement. Je reviens là-dessus, c'est M. Max Wabo qui affirme que représenté et non représenté. Non, c'est bien non parti politique non représenté. Non représenté. Ouais. C'est bien ce qui est écrit dans le code. C'est parti politique non représenté. Vous avez dans les deux panélistes qui corrigent et qui disent que justement, on parle de non représenté. Et non d'avoir des élus. Et non d'avoir des élus, justement. Ouais. Alors, professeur, je reviens justement vers vous. Il y en a, on l'a suivi, M. Etogo, qui disait que sans le Grand Nord, forcément, le RDPC n'a pas peur. Mais aujourd'hui, il y a quand même une crainte dans les rangs, que ce soit du parti au pouvoir ou de l'opposition, cette crainte qui parle du drainage des foules par les deux fils du Grand Nord, justement, qui se sont déclarés candidats à la présidentielle. Est-ce que le parti au pouvoir ne risque pas gros de voir une majeure partie de son soutien du Grand Nord, justement, partir avec ses fils pour les soutenir dans leur candidature? J'apprécie très bien votre expression drainage des foules. Elle traduit la réalité du jeu politique actuel. C'est-à-dire ce drainage des foules. Parce qu'en réalité, depuis qu'on parle, on est en train de parler du peuple, de l'opposition et autres. On a oublié justement les électeurs. Et ce sont les électeurs qui constituent justement ce drainage des foules. Il faut bien que les gens se repositionnent. Le RDPC devrait avoir peur. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas peur. Parce qu'en réalité, et M. Etogo l'a bien dit, lorsqu'on se sépare de quelqu'un, c'est jamais de gaieté de cœur. Donc en réalité, on a affaire ici à un bastion électoral. Et le calcul mathématique qui peut être fait n'est pas celui qui est absolument exact. C'est-à-dire que, parce qu'on a tel nombre de cellules, tel nombre de comités de base, tel nombre de sections, que cela constitue une réalité. C'est pour ça que j'ai apprécié votre expression de drainage des foules. Sur d'autant plus que
Et si vous faites le second calcul mathématique qui consiste à avoir le nombre de circonscriptions ou de députés ou de conseils municipaux que l'on contrôle, cela ne traduit pas exactement la réalité. Vous pouvez contrôler une circonscription électorale par une majorité relative. Vous pouvez la contrôler par une majorité absolue. Et même que cette majorité absolue peut être maigre. Dans un 51-49, vous contrôlez une circonscription avec une majorité absolue. Dans des communes de 27 sièges, vous pouvez contrôler à partir de 15 sièges. Donc, cela ne traduit pas foncièrement. C'est pour ça que j'ai apprécié votre expression de drainage des foules. De l'autre côté aussi, il faudrait restituer la réalité. L'UNDP est effectivement le leader de l'opposition. Ce n'est pas parce qu'on est dans une coalition gouvernementale qu'on n'est pas un parti d'opposition. C'est une coalition gouvernementale dans un intérêt communément accepté par les acteurs. C'est d'ailleurs ce qui traduit la faiblesse du RDPC lorsque l'UNDP décide de se séparer. Parce qu'on regarde son assise institutionnelle. L'UNDP contrôle. Tout à l'heure, j'ai rappelé que l'UNDP contrôlait la mairie et de Ngaoundéré et le conseil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Damawa, c'est le RDPC qui est dans l'opposition. Il faut bien le traduire, parce que parfois, quand on dit l'opposition a fait ceci, l'opposition, de quelle opposition s'agit-il? L'opposition au RDPC en tant qu'institution présidentielle, l'opposition au RDPC dans une commune ou alors au Parlement. Parfois, les gens mélangent et tout se mélange. Certains se réclament l'opposition en déniant aux autres le fait de ne pas faire partie de la même opposition. Très bien. Il faudrait bien qu'on se comprenne à ce niveau-là. L'opposition, ce n'est pas un bloc monolithique. L'opposition, ce n'est pas quelque chose Non, l'opposition, ce sont ceux qui, à un autre, contestent un ordre établi. Dès lors que je conteste un ordre établi, je fais partie de l'opposition. Et rien n'interdit à X ou Y de faire partie de l'opposition. Non, pas dire non, vous n'êtes pas l'opposition, c'est nous l'opposition. Non. Et c'est les lecteurs ici qui est pris en compte. Parce que j'ai l'impression que dans tout ce débat, on évacue les électeurs. Donc, dans ce que vous avez appelé, c'est pour ça que j'ai dit, vous avez bien fait de dire drainage des foules. Qui va voter? Monsieur Paul Biya, Monsieur Bello, 5 sur ce plateau. Si je prends que les deux que je viens de citer et autres, nous ne faisons que 7 voix. Mais toute la population qui nous écoute, qui nous regarde, c'est elle qui va voter. C'est à elle qu'il faut s'adresser. Ce n'est pas à M. Bello qu'il faut s'adresser. Ce n'est pas à M. Paul Biya qu'il faut s'adresser. Ce n'est pas à M. Cabral qu'il faut s'adresser. Ce n'est pas à M. Joshua aussi qu'il faut s'adresser. C'est à la population qu'il faut s'adresser. C'est à elle, le moment venu, qu'il faudra dire exactement ce qu'on vaut et ce qu'on représente. Et aujourd'hui, il ne vous a pas échappé que le vote est très, très communautarisé au Cameroun. À partir de ce moment-là, faisons un peu de casuistique. Un fils de l'extrême nord ou alors du grand nord est candidat et que dans ce drainage des foules, je vais employer votre expression jusqu'au bout, dans ce drainage des foules, on voit bien comment il arrive à capter une bonne frange de l'électorat. Parce que ce n'est pas la question de savoir si c'est le RDPC qui va présenter un candidat. La question, c'est de savoir si les électeurs du Grand Nord, avec un candidat du Grand Nord, continueront à voter un candidat du RDPC qui n'est pas du Grand Nord. Et cela vaut également pour les autres espaces politiques du Cameroun. Donc, il faudrait bien faire attention lorsqu'on fait des simples petits calculs mathématiques ou alors lorsqu'on veut exclure les uns par rapport aux autres dans telle ou telle stratégie électorale. C'est souvent, c'est pas aussi évident que cela que les gens peuvent penser, qu'ils veulent l'exprimer et puis que ça va aller de soi. Non, ça ne va pas, la politique ne va pas de soi, le jeu politique ne va pas de soi. On doit être prudent, circonspect, avancer ses pions. Et encore, lorsqu'on parle de l'opposition, combien de candidats seront présentés? Nulle part au monde, il faut aussi le préciser aujourd'hui, nulle part au monde on a vu une opposition qui a présenté un candidat unique. C'est un leurre. C'est un leurre de penser que l'opposition va présenter un candidat unique. Parce que si moi je pense que c'est moi qui dois représenter l'opposition, si l'opposition ne me choisit pas, je me présente tout seul puisque j'ai la capacité de me présenter. Et d'ailleurs, on le verra dans les prochains jours sur le quoi sera convoqué. Beaucoup de discours que l'on veut nous tenir aujourd'hui voleront en éclat.
Très bien. Alors, David, il y a M. Charles Bernard qui dit que le monsieur du RDPC s'appelle M. Etogo, dit qu'ils n'ont pas peur alors qu'il parle d'observation des mouvements, sauf que les mouvements, on les observe partout, et principalement ces dernières semaines au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On voit d'ailleurs le SGPR, je vais un peu le paraphraser, il a beaucoup écrit, on voit le SGPR qui est en train de s'embrouiller selon ses écrits, à vouloir demander au gouvernement de travailler pour que le RDPC soit soutenu. Est-ce qu'ici on ne parle pas de redistribution des cartes ou de stratégie? On a l'UNDP qui reste un soutien défectible au RDPC, mais qui s'en va rencontrer l'opposition, le MRC notamment. On ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais les quelques informations qu'on a eues font état de ce qu'on parle d'un possible rapprochement entre les deux formations politiques. Peut-être avant de répondre, je voulais aussi faire une petite précision par rapport à ce que le professeur a dit. Oui. Peut-être dans un sens plus large ou micro, voilà. Dans un sens micro, on peut, en ce qui concerne de qui est l'opposition, avec l'exemple qu'il a pris, dans un sens micro, ça peut se comprendre. Oui. Mais il faut savoir que quand on parle d'opposition dans le champ politique, on parle beaucoup plus d'opposition en partant de ce que qui gère le pouvoir exécutif central, dans le pays. C'est par rapport au pouvoir exécutif et non par rapport au pouvoir micro, c'est-à-dire dans les communes. Local. Et évidemment, si on veut aller dans ce sens-là, eh bien, personne ne serait de l'opposition, personne ne serait au pouvoir, tout le monde serait opposition et pouvoir en même temps. Là, non, c'est peut-être pour dire que non. Au niveau micro, ça peut se comprendre, mais au niveau macro et beaucoup plus le thème opposition sied au niveau macro en faisant référence au parti central qui gère l'exécutif dans le pays. C'est à partir de là que tous les autres deviennent opposition à lui parce que c'est lui qui définit la politique de ce pays, c'est lui qui la met en œuvre avec les institutions qui sont en place, c'est lui qui contrôle les hommes avec qui il doit Malheureusement, encore chez nous, on n'est pas encore arrivé à un niveau où le parti qui gère au pouvoir est obligé de faire avec l'opposition en cédant un certain pan du pouvoir administratif, comme ça se voit un peu partout ailleurs, quand un parti comme l'UNDP aurait par exemple le choix la possibilité de dire au président que le Premier ministre, par exemple, viendrait de chez moi, parce que au niveau des élus, je suis celui qui a un peu plus, ou alors au niveau de l'opposition, je suis celui qui peut te titiller et t'empêcher de faire un certain nombre de choses sur le terrain. Je voulais faire cette précision. Maintenant, pour répondre à votre question, évidemment, c'est pour ça que nous disons qu'il faut être vigilant, assez vigilant par rapport à ce qui se passe, parce qu'il y a cette possibilité. C'est les deux partis du grand nom actuellement qui se sont présentés et qui ont déclaré être candidats. Il peut y avoir un rapprochement. Et c'est en ça que le RDPC a peur. Monsieur Basile Etogo qui dit sur le plateau qu'ils n'ont pas peur, il faut aussi comprendre que c'est de la communication politique qui fait. Évidemment, personne ne peut dire en public que j'ai peur ou que voilà, telle m'influence. Non, il faut garder la tête haute. C'est pour ça que j'apprécie le fait qu'ils disent qu'ils n'ont pas peur. Mais les Camerounais doivent savoir que, effectivement, actuellement, le RDPC a peur parce qu'il vient de perdre deux de ses gros alliés. Mm-hmm. Malgré les chiffres, les démonstrations de chiffres qu'il a apportés, de ce qu'ils ont, les cellules, les comités de base et autres au niveau du Grand Nord, ben, on peut aussi remettre ça en question, comme le professeur le disait tout à l'heure. Si on va rentrer dans le fond en leur demandant, bon, ok, cette cellule, c'est autre que vous avez des démembrement, renferme combien de militants, combien effectivement vous votez lors des différentes élections, on verra très bien que tout ça, ce ne sont que des chiffres. Parce que je peux avoir 10 000 comités de base constitués de 2 membres seulement. Mm-hmm. Et ça ne représente rien par rapport à celui qui a seulement 1000 comités de base. Dans chaque comité de base, il a peut-être 300 personnes. Tu ne vas pas faire le poids avec celui-là. Donc, envoyer des chiffres comme ça ne veut rien dire. Première chose. Deuxième chose aussi, c'est que dans le jeu des alliances, on sait très bien qu'on peut être dans une localité qui est contrôlée par un parti politique. Ouais. Et on réussit à s'entendre que bien que ce soit ton bastion, parce que je te donne 3 ministères, je te donne les postes de directeurs généraux, je te donne les postes de secrétaire d'État, eh bien, tu vas laisser que je m'implante dans ton territoire. C'est ce qui se passe aussi dans le Grand Nord. C'est pour ça que le RDPC qui se gargarise d'avoir beaucoup d'élus
dans le septentrion par rapport à l'UNDP et le FNC, non. C'est aussi parce qu'ils ont accepté de leur donner des postes gouvernementaux et autres postes stratégiques dans la gestion et dans la répartition du gâteau national que eux aussi ont dit, ok, nous acceptons aussi de perdre une partie de ce que nous avons comme base. En politique, ça s'explique. Donc, maintenant que ces partis sont en train de se retirer ou se sont retirés, c'est ça qui fait encore plus mal au RDPC parce qu'ils vont récupérer toute leur base et deviendront un challenge assez important pour le parti au pouvoir. La troisième chose que nous sommes en train de voir avec le SGPR qui essaie de ramener les trousses, c'est pour nous qui sommes des observateurs, on se demande bien pourquoi est-ce que le RDPC utilise une fois de plus encore la machine gouvernementale. Et quand on va leur dire qu'ils sont un parti-État, ils vont trouver que non, non. Vous avez un secrétaire général de votre parti politique qui doit rappeler ou convoquer des réunions des hauts cadres que vous avez, des parlementaires que vous avez, des membres militants que vous avez qui sont dans le gouvernement. C'est libre choix à vous. Mais vous n'allez pas justement demander au secrétaire général, à la présidente de la République, qui est payé par l'argent des Camerounais que nous cotisons, de convoquer les réunions des membres du gouvernement parce qu'ils n'ont pas été convoqués en tant que militants du RDPC. Ils ont été convoqués en leur qualité de membres du gouvernement et assimilés, parlementaires et autres, et qui utilisent les locaux de la présidente de la République pour organiser leurs réunions du parti, encore plus pour préparer la campagne présidentielle de leur champion. Ce qui n'est pas tout à fait normal et que je trouve aussi quelque part nos amis je ne veux pas nos amis, mais les partis de l'opposition du Cameroun sont aussi un peu faibles là-dessus parce qu'une chose comme celle-là, elle est passée inaperçue. On n'a entendu aucun parti politique d'opposition dénoncer cette situation, mais il faudrait que nous, on est là pour dire aux Camerounais, aux citoyens qui sont appelés à voter demain ou après-demain, à leur dire que c'est des situations comme ça qui démontrent que le parti au pouvoir est justement en ébullition. On voit très bien à leur sein un autre militant de leur parti qui a déclaré sa candidature au niveau du parti. On attend de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'au sein du RDPC, ils vont convoquer un congrès pour effectivement désigner celui qui sera leur candidat? Est-ce que la justice qui a été saisie va se pencher sur cette affaire pour trouver que le RDPC a 2 candidats, tout au moins pour le moment déclarés, et lorsque le moment de dépôt des candidatures va arriver, on va voir qui est-ce qui sera investi. Mais tous ces mouvements montrent effectivement que le parti au pouvoir est bel et bien en train de paniquer, et c'est le moment pour ceux qui sont en face de frapper fort, s'ils peuvent frapper fort, et ceux des leaders qui étaient du parti au pouvoir, qui sont en train de se détacher, pour eux aussi, ça peut être une stratégie de redistribution des cartes, de dire à l'opposition, ok, nous sommes prêts à vous donner tout ce que nous avons donné au parti au pouvoir, si avec vous, nous sommes sûrs d'avoir ça. Et de l'autre côté, au parti au pouvoir aussi, de lui dire, eh bien, nous avons toujours été votre allié. D'ailleurs, c'est ce que le président de l'UNDP a dit. Il a dit que nous avons toujours été un allié du président Biya, et l'alliance peut continuer si effectivement on renégocie les termes du contrat. Bien voilà, article 121, les candidats peuvent être soit investis par un parti politique, soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidats à l'élection du président de la République, au moins 300 par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Les dites personnalités doivent apposer leur signature légalisée par les autorités administratives territorialement compétentes. Là, on est clair sur cet article. Oui. La suite, non, c'est pas terminé. Oui. C'est pas terminé. Elle parle de ce point précis. Je parlais de ce point. Bon, on continue. Les dites personnalités doivent apposer leur signature légalisée par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat.
Oui, mais Cas de 300 signatures. La suite, pour parler du parti non représenté, l'article n'est pas terminé. Je reviendrai sur... Si. C'est ce qui nous intéresse le plus, c'est la suite. Ah, c'est cette partie. Ça, c'est le cas des signatures des 300. C'est la suite qui nous Oui. intéresse. Très bien, je reviendrai. Bon, maintenant- On va relire pour éclairer. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Yamga. On a justement suivi avec David qui parlait des faiblesses de l'opposition. Est-ce que justement ces démissions ou ces désistements ne seraient pas une force justement pour l'opposition de pouvoir, pour une fois, coaliser et présenter un parti unique? On a également suivi le professeur qui montrait l'incapacité ou les difficultés de l'opposition à pouvoir présenter un candidat unique. Oui, je dis au sein du PCR, nous restons vigilants, nous observons les mouvements qui sont faits. Parce que, vous l'avez relevé tout à l'heure, après leur démission, il y a eu des rapprochements entre, par exemple, M. Issa Chiroma Bakari et le MSC. Nous avons vu certaines photos circuler sur la toile. Mais nous disons que nous ne devons pas aller vite en besogne parce que, en réalité, il faut prendre le temps d'analyser, d'essayer de comprendre les motivations de ces personnes qui sont parties subitement du gouvernement. Est-ce qu'ils l'ont fait dans l'optique d'apporter un plus dans les rangs de l'opposition? Est-ce qu'ils l'ont fait dans l'optique de venir déstabiliser l'opposition? Nous devons d'abord nous poser ces différentes questions, essayer d'apporter des éléments de réponse qui peuvent nous amener ou pas à nous rapprocher de ces personnes. Nous n'allons pas vite en besogne, nous prenons le temps nécessaire de comprendre ce qui se passe et le moment viendra où nous aurons une réponse claire là-dessus. Je voudrais davantage dire que l'opposition, celle qui existe ou qui existait avant que ceux-là qui se disent aujourd'hui de l'opposition, qui sont partis du gouvernement et se disent aujourd'hui de l'opposition de ce gouvernement qu'ils ont soutenu durant plusieurs années, cette opposition qui existait déjà reste serein et vigilant, contrairement au parti au pouvoir qui aujourd'hui est dans la totale panique. Parce que dans le Grand Nord, c'est une région, je veux dire, le Grand Nord, si on peut prendre le septentrion pour le dire comme ça, englober les 3 régions du Nord, c'est une localité très, très convoitée par les différents partis qui existent sur la scène politique nationale. Et quand l'UNDP, par exemple, se dit soutien du pouvoir en place, ce n'est pas pour les élections locales. Parce que pour avoir toutes ces positions au sein du gouvernement, il faut bien que ces différents partis montrent qu'ils ont une certaine force sur le terrain. Bon, maintenant, leur soutien, ils les accordent quand il s'agit de l'élection présidentielle. Bon, maintenant, pour montrer qu'ils sont quand même installés, qu'ils sont là et qu'ils peuvent faire une sorte d'opposition à ce parti, il faut bien que sur le plan local, ils se représentent pour pouvoir avoir des mairies, pour pouvoir avoir les parlementaires. Et c'est à partir de ce poids, c'est à partir de ce poids-là que, après avoir établi des alliances avec le parti au pouvoir, ils vont bénéficier d'un certain nombre de choses, de postes ministériels, de postes de directeurs généraux, ainsi de suite. Mais nous interpellons davantage, parce que vous avez parlé tout à l'heure du drainage des foules qui a bien intéressé le professeur. Nous nous adressons à cette foule-là pour leur faire savoir que au jour d'aujourd'hui, ils sont suffisamment ouverts, ils ont les informations nécessaires pour dire qu'il ne s'agit plus de suivre des personnes parce qu'ils sont de notre localité. Il s'agit de suivre maintenant des personnes qui leur proposent des choses qui viendront changer leur quotidien. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis encore maintenant. Des personnes ne peuvent pas avoir été à une position de pouvoir qui pouvait leur permettre de
d'améliorer à leur petit niveau des conditions de vie de ces populations. Ils ne l'ont pas fait. La construction des écoles, j'ai vu des images circuler avec M. Tiroma Bakari assis sur un banc d'école couvert par les pailles. Je pense que à sa position de ministre depuis une décennie pouvait lui permettre, au lieu de s'asseoir là-bas comme ça, d'indiquer plutôt que voici le bâtiment que j'ai construit par mes propres moyens en tant que fils du terroir, parce que j'ai constaté que vous n'aviez pas une école digne de ce nom sur ce territoire, et il indique. Mais il va s'asseoir sous cette paille-là, ça indique. Et je voudrais justement dire que cette population n'est plus dupe. Nous les appelons davantage à être très vigilants, à choisir des personnes qui leur proposent des choses qui vont changer au quotidien leur vie. Très bien. Du point de vue sanitaire, du point de vue économique, du point de vue éducatif, etc. C'est de ça qu'il doit s'agir en octobre 2024, en octobre 2025. Il ne s'agit pas de choisir des personnes parce que ils viennent de chez vous, de choisir des personnes parce qu'ils sont partis du gouvernement de manière fracassante, juste pour meubler l'actualité. Ce n'est pas de ça qu'il va s'agir. Merci Emmanuel Yamga. Au palais présidentiel, les consultations pour leur part s'accélèrent et se poursuivent sous la houlette de Ferdinand Ngongor, le secrétaire général à la présidence de la République, officiellement mandaté par le président de la République, Paul Biya. Les concertations ont débuté par la région du Grand Nord. On a l'impression justement que le départ de ces ministres, M. Basile Etogo, fait justement trembler le RDPC, puisque c'est par cette région qu'on a commencé avant de poursuivre justement avec les autres régions. Écoutez, lorsque vous regardez souvent dans la nomenclature des listes des régions qui sont établies, les régions du Nord viennent en premier. Hein. Donc ce n'est pas parce que il y a eu ce mouvement que les gens voudraient voir dans des boules de cristal. Écoutez, moi j'ai écouté les analyses des uns et des autres. Et je pense que l'attitude que j'affiche sur ce plateau parle de lui-même. Voilà la sérénité avec laquelle je m'adresse à vous. C'est la sérénité qui est propre au parti? Oui, c'est la sérénité qui est propre au parti. Parce que les gens ont l'impression, lorsque j'écoute les analyses des uns et des autres, d'imposer maladie à celui qui n'est pas malade. Quelqu'un vous dit qu'il n'est pas malade, vous dit que non, il est malade. Mais je ne comprends donc pas quelle maladie imaginaire. Si tant soit-il que le RDPC est malade, bon, je pense que c'est l'occasion pour les partis politiques de l'opposition d'en profiter. Mais qu'ils aillent. Le RDPC n'a défendu personne d'aller rencontrer ces leaders d'opposition, ces candidats déclarés. Mais nous voyons donc que les gens veulent tout faire pour imposer une maladie dont nous ne nous reconnaissons pas. Je vous dis que je ne suis pas malade. Ça, c'est la politique, tout ce qui se passe là. C'est la démocratie, la vitalité démocratique. Les gens qui se positionnent, qui se déclarent, mais le moment opportun, on verra bien. Mais nous continuons à travailler. Nous continuons à travailler pour fidéliser déjà nos électeurs, qui sont soit des militants ou des sympathisants, pour convaincre encore à ceux qui sont sceptiques que le RDPC, c'est le meilleur choix. C'est de ça qu'il est question. Je vous ai parlé des chiffres dont dispose le RDPC dans le Grand Nord en termes de circonscriptions électorales. Et dans une cellule du RDPC, par exemple, il y a pratiquement 16 membres, allant du président de cellule jusqu'au conseil numéro 3. C'est 16. Et au comité central, on ne valide pas une cellule si elle n'affiche pas liste pleine. Lorsque je prends le sommier politique, qui est le fichier des militants du RDPC. Et je vous dis ça ici. Les gens veulent me faire croire que ce n'est pas le cas. Qui d'autre est mieux placé que moi pour parler en termes de chiffres, en termes de crédibilité?
qui a le mandat de parler du RDPC? Personne. Je les ai consultés ce matin avant de venir à l'émission. Parce qu'il faut que j'informe les téléspectateurs. Et je leur dis qu'ils n'aient pas peur. Je voudrais les rassurer qu'ils n'aient pas peur. Ça, c'est la démocratie. Tout ce qui se passe là, c'est la démocratie. Le moment opportun, vous-même, vous allez me donner raison. Ce qui se passe là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. La politique au Cameroun ne date pas d'aujourd'hui. On a eu des moments plus difficiles que ça. En 92, avec le chairman Ni John Fundi, le RDPC n'est pas mort. Le RDPC n'est pas pourtant mort. En 2011, on a connu ça. En 2018, pourquoi vous voulez donc que la maladie dont vous voulez nous prêter là, on l'accepte? Moi, je ne l'accepte pas, cette maladie. Parce que je dis, je ne suis pas malade. Par ailleurs, sur la question des concertations qui sont initiées au Palais de l'Unité par le secrétaire général de la présidence de la République, je voulais dire que le président ne suit que les travaux qu'on lui a demandé de faire. C'est le proche collaborateur du chef de l'État. Et cela est défini dans l'article 2 de l'organigramme de la présidence de la République. Article 2, alinéa 3. Le secrétaire général gère les affaires administratives. Il peut convoquer, il peut travailler avec des élus, avec les membres du gouvernement, élus comme parlementaires, sénateurs. Allez le voir à l'article 2. Pour parler de quoi? Pour parler de quoi? Pour préparer la campagne présidentielle il faudrait qu'on avance. Quand il cite l'article, il faut dire à quoi ça renvoie. Il ne faut pas faire la confusion. On ne va pas laisser ce genre de confusion passer. On a tous suivi ce qui est sorti. On a tous suivi ce qui est sorti de ces concertations. Les gens qui ont été interviewés, on a suivi. Les gens qui parlaient de ce qu'ils ont été rappelés pour préparer la campagne présidentielle de leur champion qui a dit qu'il va encore se représenter. On a tous suivi ça. Est-ce qu'ils étaient là-bas pour parler des affaires du Cameroun et des Camerounais? On aura justement un éclairci sur les raisons justement pour lesquelles il faut qu'on avance pour que justement le professeur nous explique. Je peux continuer? Vous me laissez continuer? Allez-y, monsieur Togo. C'est possible? Allez-y. Non, apparemment, c'est lui le modérateur. Monsieur Moukoudi, apparemment, c'est lui le modérateur. Qu'il aille jusqu'au fond. C'est lui le censeur. Il faut dire ce qu'il pense. Quand tu dis ce qu'il ne pense pas, il te sanctionne. C'est ça la démocratie dont on veut. Allons-y, monsieur Togo. Et on se dit la société civile. Nous sommes en même temps dans un débat. Les gens nous suivent à la maison. Vous n'allez pas dire des choses, on laisse ça passer. Tout le monde n'est pas devant le petit écran à longueur de l'émission. Si vous voulez vous interférer dans la prise de parole de gens, moi je suis champion pour le faire. Hein. Je peux le faire pour vous. Hein. Mais je reste élégant. C'est la question pour nous d'éduquer les gens qui nous regardent. C'est très important. Beaucoup posent la question de savoir pourquoi c'est Ferdinand Gongo qui justement est en train d'organiser ces consultations. Il faudrait qu'on ait la réponse avant la fin de cette émission, s'il vous plaît. Allons-y. Le ministre d'État Ferdinand Gongo, il ne suit que les instructions dont le chef de l'État lui a donné. D'organiser une rencontre. C'est le plus proche collaborateur du chef de l'État. Il y a soit lui, soit le directeur du cabinet civil, soit le Premier ministre. Le chef d'État peut désigner qu'il veut. Il y a plusieurs fois, le Premier ministre a représenté le chef de l'État à la Commonwealth dernièrement. Le directeur du cabinet civil a représenté le chef de l'État lors du rapport sur l'histoire du Cameroun pendant la période française. Mais pourquoi vous voulez donc cristalliser l'attention sur une personne en particulier? Si c'est ce nom qui vous fait peur, mais je suis quand même déçu. Et lui-même l'a dit, il n'est pas candidat. Le candidat, c'est Paul Biya. Et il me semble que le palais de l'unité, c'est le palais de tous les citoyens. Je ne sais pas si, lorsqu'on est député, on est sénateur, on est membre du gouvernement, on a perdu sa citoyenneté camerounaise pour empêcher les uns et les autres d'aller au palais de l'unité. Et par ailleurs, le secrétaire général, c'est tout un service. Au palais de l'unité, c'est tout un service. Je pense que c'est le bâtiment A ou B. C'est tout un service. Vous voulez qu'il vienne organiser les réunions ici à Odia, à Bepanda? Au siège du parti. Qu'est-ce que vous pouvez... Les réunions là, c'était pour parler de quoi? C'est ce qu'on veut savoir. Vous tournez autour du peuple, vous ne répondez pas à la question. Il a fait le tour des 10 régions pour parler de quoi? Et les réunions doivent se faire au palais, ça doit se faire dans vos sièges de parti. Non, il dit que ce n'est pas pour le parti. Qu'ils disent donc l'article 2 lui donne le droit à travers les instructions que le président de la République lui donne. C'était pour parler de quoi? On veut savoir. Je peux continuer, Madame Ga? Allez-y. Je pense que vous manquez de respect sur le plateau. Il y a encore une dame, de plus encore, qui est très calme et très patiente.
il faut qu'on vous donne ce respect-là. Allez-y, monsieur Toko. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y Le ait quelqu'un RDPC qui a été aurait envoyé une femme. habilité, Si vous n'est-ce pas, respectez trop les femmes, vous auriez dû à envoyer une femme. modérer un plateau. Il y a des gens qui n'ont pas compétence de modérer un plateau. Allez-y. Il faudrait Merci. qu'on réponde à la C'est vous qui question. posez des questions. minutes sans- Je ne réponds pas aux questions des gens qui n'ont pas la compétence. Exactement. Bon, posez-moi des questions, je vais les répondre. D'accord. Alors, article 2. Le candidat investi par un parti politique non représenté, on est d'accord avec vous, à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. C'est Effectivement, non représenté. Merci, monsieur. Alors, bon, il dit que son parti a été indexé. Monsieur Mars Wabo, le RDPC dans une peur bleue. Il a perdu des poids lourds. Si on admet que les démissionnaires sont sincères, c'est d'ailleurs ce qui justifie la grande mobilisation de certains cadres du RDPC et ministres par le SGPR de la présidence de la République pour stopper l'hémorragie. Il faut noter que le siège du RDPC ne se trouve pas à la présidence. C'est un crime contre le peuple. Le SGPR n'a aucun titre dans le RDPC. Il convoque une réunion sans inviter le SG du RDPC, même pas le Premier ministre. Voilà les questions qui sont justement posées. Une question qui a été posée, et Marivonne d'ailleurs va le relever dans l'élément que nous allons regarder. Pourquoi c'est le SGPR qui s'est donné ou à qui a été confiée cette mission, celle-là de rassembler les ministres pour parler de la politique? On regarde cet élément, on se retrouve juste derrière. Des hautes instructions cruciales à 3 mois de l'élection présidentielle au Cameroun. Les rencontres avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo sont qualifiées de stratégiques. Autour de la table, des ministres et des parlementaires qui organisent se projettent pour la prochaine élection présidentielle. L'objectif de cette série de consultations est de définir des stratégies concertées et remobiliser les uns et les autres en vue d'une victoire sans faille du candidat du RDPC au prochain scrutin. Les orientations de ces concertations seront retransmises au président de la République pour une meilleure organisation de l'agenda électoral au sein du parti. Le ton a été donné cette semaine avec les élites du Grand Nord qui ont été conviées pour la circonstance. Le spectre des récentes désolidarisations de Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari, ministres et hauts cadres du parti depuis plusieurs années, plane encore. Pas le temps de commenter, il faut se remobiliser. Ensuite, c'était au tour des régions de l'Ouest, de l'Est et du Sud-Ouest Cameroun. Les consultations prendront fin mardi prochain avec les délégations du littoral et du centre Cameroun. Elles visent à affiner les orientations politiques du chef de l'État dans la dernière ligne droite vers le scrutin. Le parti au pouvoir, qui se retrouve miné par des revendications, des alliances et des désunions, n'a pas encore laissé échapper la fumée blanche en ce qui concerne l'identité du prochain candidat à l'élection présidentielle. Le corps électoral devant être convoqué dans les tout prochains jours. On a eu la réponse à la question qu'on posait. L'objectif de ces rencontres initiées par Ferdinand Ngongo est de définir des stratégies concertées et remobiliser les uns et les autres en vue d'une victoire écrasante, éclatante, sans bavure à l'issue du prochain scrutin présidentiel. Professeur Amougou, on se pose la question de savoir pourquoi c'est lui qui justement tient ces concertations. C'est le choix qui a été fait et il faut maintenant le constater. On n'a pas besoin de savoir si on aurait pu peut-être désigner quelqu'un d'autre, mais peut-être le président de la République a choisi, pour des raisons qui nous sont inconnues, de choisir se confier cette mission à son SGPR. On constatera, et d'ailleurs le reportage, je me le suivre, le confirme, aucun député, aucun parlementaire du RDPC, aucun membre du gouvernement issu du RDPC n'a dit non à ces rencontres. Ce qui suppose qu'ils assument en collégialité ce choix qui a été fait de confier cette mission au secrétaire général de la présidence de la République, le ministre de l'État Ferdinand Ngongo. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, c'est le président qui déterminera. Mais je sais qu'il y a l'autre question qui est en suspens. C'est celle de savoir pourquoi on n'aurait pas pu confier à quelqu'un d'autre. Et surtout, au secrétaire général, peut-être. Pourquoi on n'aurait pas pu faire en dehors de la présidence.
Dès lors qu'on a confié au secrétaire général du président de la République, on comprend très bien que les réunions aient lieu à la présidence de la République dans son cabinet, dans le bâtiment qui a. Dès lors que c'est lui. Et si on avait confié cette mission, par exemple, au secrétaire général de la présidence de la République, au secrétaire du RDPC, et que les émissions aient lieu à la présidence, cela aurait posé problème. Mais je ferais également remarquer, et là, peut-être les partis... David Moukoudi. M. Moukoudi, et pas M. Moukoudi, M. Moukoudi l'a également relevé. Mais les partis qui se réclament de l'opposition ne le soulignent pas souvent assez. Ce n'est pas la première fois, par exemple, que le RDPC tient une réunion au palais. On a eu des comités, des réunions du bureau politique du RDPC qui se tiennent au palais sous la présidence du président de la République lui-même. Donc, en soi, ce phénomène n'est pas nouveau. Ce qui devrait plutôt intéresser ceux qui vont contester le RDPC, c'est comment s'organiser pour le challenger. Parce que là, on est dans une espèce d'échauffement. Pourquoi le RDPC a utilisé le palais? Pourquoi le RDPC a fait ceci? Pourquoi le RDPC a fait cela? Pendant ce temps-là, ils sont en train de construire leur stratégie. Parce que ce que le RDPC fait, c'est sa stratégie qu'il est en train de construire. Il se concerte. Oui, on va discuter sur le lieu. Mais on ne trouvera pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on va porter plainte au RDPC d'avoir utilisé le palais pour une réunion de concertation? On n'en finira pas dans ce débat. Et alors que lui, il est en train de se préparer et que l'élection commence déjà à frapper à la porte. Au lieu donc qu'on se prépare à construire une stratégie pour le challenger, il faut comprendre qui a assisté à la réunion, qui a été dit. Est-ce qu'on a des informations de ces réunions-là? Apparemment, nous, on n'a pas beaucoup d'informations en dehors de ce que les médias, vous pouvez relater. Quelques fuites d'informations comme ça, où le ministre de l'Enseignement supérieur a rappelé que c'était Paul Biya, le ministre Ngongol a rappelé que c'était Paul Biya qui était le candidat. C'est d'ailleurs ce que nous avons entendu. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est exactement dit dans ces réunions? On n'en sait pas grand-chose. Donc, si on reste à tourner en rond pour savoir pourquoi le RDPC a tenu sa réunion là-bas et ailleurs, alors que lui, il construit sa stratégie électorale, même si cette stratégie électorale qui survient au lendemain des prises de position de M. Satiroma et de M. Bello peut questionner. Vous l'avez bien rappelé. Pourquoi on va commencer par le Grand Nord? On comprend très bien que quelque part, en commençant par le Grand Nord rapidement, il y a lieu de resserrer les langues de ce côté-là. Sur le temps, puisque lorsque Elekam va publier... Très bien. Les listes électorales avec la répartition des électeurs par département, par région et voire par arrondissement, on verra qui pèse exactement quoi. Donc ces acteurs politiques ne sont pas dupes pour savoir de quel poids électoral pèse réellement chaque région. C'est ce qu'il faudra scruter désormais. Mais si on prend les chiffres antérieurs, on verra qu'il y a le centre, il y a l'extrême nord, il y a le littoral qui viennent en tête. Et puis il y a l'ouest, des grands bastions où il y a le plus grand nombre d'électeurs. Oui. Vous voyez un peu. Et puis il y a les régions qui viennent en retrait. Il y a les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont celles avec la crise où les électeurs sont le moins. Et il faut constater quelque chose qui a échappé peut-être même au parti de l'opposition. C'est qu'en même temps que le LGPR tient les réunions au palais des congrès, au palais de l'unité, dans ses bureaux, dans les bâtiments qui abritent ses bureaux, le Premier ministre est en mission commando au nord-ouest et au sud-ouest. Et entre-temps, les gens sont là à crier. La scène se lisse devant eux, mais ils refusent de la regarder. Oui, le RDPC peut avoir des soucis à se faire. Or, pendant que lui a les soucis à se faire, il veut corriger rapidement. Pendant ce temps, les autres, au lieu de s'organiser, ils sont là à se chercher, à discuter sur qui a fait quoi. Lui, il corrige parce qu'il est conscient. Parce que là, on a l'impression que c'est le RDPC qui est plus conscient que ceux qui veulent le challenger. Oui, est-ce que le RDPC a peur? On voit bien qu'il n'est pas serein. Il doit donner l'image de sérénité, c'est normal. Pourquoi voulez-vous... Aujourd'hui, c'est dimanche. Les chrétiens, il y a quelque part, je ne sais pas si c'est la Bible de mémoire, mais de quelque part dans la Bible, on dit un royaume divisé contre lui-même ne peut pas prospérer. Yeah. On voit très bien que si ça commence à éclater, ça n'ira pas loin. Donc, il faut rapidement resserrer les rangs. C'est ce que le LGPR fait. Il ne faut pas laisser éclater rapidement. Il faut rapidement serrer les rangs. Il faut rapidement. Et je pense que vous verrez peut-être certainement à partir de la semaine prochaine, le secrétaire général du RDPC refaire exactement la même chose pour continuer davantage de celle-là.
Et entre-temps, le Premier ministre continue à serrer les rangs ailleurs. Et les autres sont là, pendant que le RDPC continue, lui, à se préparer en attendant la convocation électorale, à crier. Et le temps va passer, et après, on va se retrouver à faire les mêmes rengaines tout le temps. Très bien. Bart Enama, lui, il pense qu'il ne comprend pas pourquoi c'est le SGPR qui va représenter le chef de l'État, Paul Biya, pour une mission aussi importante. On parle quand même de la prochaine présidentielle. Est-ce que le président serait déjà dans l'incapacité de gérer? Il faudrait que monsieur du RDPC sur le plateau nous réponde. Il va probablement vous répondre. Monsieur Bart Enama depuis Yaoundé. Alors, David Moukoudi, justement, on a suivi le déroulé du prof qui a expliqué. Il a répondu à la question que beaucoup se posaient pour celle de savoir pourquoi est-ce que c'est le SGPR et pas quelqu'un d'autre. Il y a eu donc la réponse, c'est dans ces bureaux justement que sont organisées ces différentes concertations. Mais justement, l'opposition, elle, on a l'impression justement que l'opposition, on est en train de la détourner peut-être de l'objectif principal qui est celle de travailler également parce que le RDPC, après le déroulé du professeur, est en train de travailler bien fortement sur le terrain. Oui, non, je crois que ce que le prof a dit, c'est que puisque c'est le SGPR que le président de la République a choisi, oui, les réunions ne pourraient pas se tenir ailleurs. Très bien, c'est ça qu'on est en train de dire. Que dans ses locaux. Mais ça ne répond pas à la question de pourquoi c'est lui. C'est la question de Bart Enama. Évidemment, le représentant Basile Toro qui est sur le plateau va essayer de nous répondre pourquoi c'est lui. Mais nous disons que si c'est lui que le candidat du RDPC a choisi pour mener ses troupes, puisqu'il est libre, le candidat du RDPC qui veut être candidat à l'élection présidentielle, est libre de choisir qui il veut pour conduire sa campagne présidentielle ou pour préparer même sa campagne présidentielle ou encore pour me resserrer les rangs. Il est libre de le faire, mais il ne faudrait pas qu'on utilise les biens de l'État pour cela. C'est ce que nous appelons l'utilisation des biens publics à des fins électoralistes par un candidat qui a tout confisqué. Ce n'est pas normal. Le SGPR n'appartient pas, cette fonction n'appartient pas au RDPC. C'est une fonction républicaine. Et donc, le président de la République doit utiliser le SGPR en tant que SGPR pour parler des choses du Cameroun. Bien. Nous avons beaucoup de choses qui sont là actuellement sur la table du Cameroun, sur lesquelles on n'arrive pas à avancer. Jusqu'aujourd'hui, l'affaire Glencore, on n'arrive pas à avancer avec les dossiers de corruption qui sont contenus là-dessus, qu'on n'a pas encore entendu le président en ce qui concerne les ministres qui sont, et certains hauts gradés de la fonction publique qui sont indexés. Nous avons la question du détournement des fonds publics avec la Covid-Gate, que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas suivi quelle est la suite que le président de la République a donnée à ce dossier. Il ne se passe plus un jour sans qu'on ne coupe l'électricité au Cameroun pour au moins ce 5 heures de temps. De l'eau, n'en parlons pas. On n'a pas encore entendu le président de la République se pencher là-dessus. Mais justement, c'est une mission qu'il aurait pu confier à son SGPR avec le Premier ministre. D'ailleurs, d'où arrive-t-il que le président de la République veut passer les instructions pour implémenter la vision gouvernementale et que ce soit le SGPR qui soit en train de convoquer les ministres, qui soit en train de convoquer les parlementaires, alors qu'il y a le Premier ministre qui est là. Le SGPR n'est pas le patron des ministres. Quelle est cette réunion et qu'est-ce qui peut bien aller dire aux ministres concernant l'avis du Cameroun, que le Premier ministre ne soit pas au courant et qu'il ne soit pas celui qui porte cette mission? Il y a quand même quelque chose derrière. Et donc, si on nous dit que c'est pour préparer la campagne présidentielle du candidat du RDPC, comme on a entendu certains ministres et certains parlementaires au sortir de ces concertations qui l'ont dit, qu'ils ont été conviés, ils ont parlé de comment resserrer les rangs, comment préparer la campagne de leur champion. Ils l'ont dit. À partir de ce moment-là, le SGPR n'est pas la personne la mieux placée. Maintenant, comme le professeur a dit, il revient au parti de l'opposition de prendre acte et de travailler sur le terrain pour justement contrecarrer tout ce que le parti au pouvoir est en train de faire, parce que lui, il est en train de travailler. Mais je suis aussi prêt à dire que, mais comment est-ce qu'ils vont travailler sereinement quand on ne permet même pas au président d'un parti qui sort d'un meeting à Paris, qui passe par Douala, où il veut aller dire bonjour à ses militants, à son bureau, et qu'il est empêché d'avoir accès à son bureau, à son siège, qu'il est séquestré dans son hôtel pendant des heures et des heures, et après il est escorté pour envoyer chez lui à Yaoundé. Comment les partis politiques vont travailler sereinement dans un contexte comme celui-là? Que lorsqu'ils déclarent une manifestation ou une réunion publique
dans un hôtel ou dans leur siège, cela est interdit de manière systématique. Comment est-ce qu'ils vont travailler lorsqu'ils vont dans les quartiers pour offrir les fourrages aux localités qui sont en manque d'eau potable? Cela est interdit. On vient même parfois détruire l'œuvre qu'ils ont construite au profit de ces populations qui sont en manque. Comment est-ce qu'ils vont travailler sereinement? Ils vont poursuivre. Dans un contexte où, lorsqu'ils veulent même opposer une certaine rigueur, on trouve qu'ils sont subversifs, on trouve qu'ils sont insurrectionnels, et pourtant, ce n'est que normal. Nous voyons encore ces jours-ci comment est-ce que c'est l'un de vos confrères journalistes qui déclare être obligé de fuir le Cameroun parce qu'il est pourchassé à cause de ses positions politiques. Mais comment vous voulez que les partis d'opposition challengent véritablement le parti au pouvoir quand le contexte, je veux dire, le climat dans lequel ils doivent travailler n'est pas serein? Ils sont systématiquement empêchés de se mouvoir. C'est difficile. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il leur reste? On est bien en voie de se poser la question, qu'est-ce qu'il leur reste et comment est-ce qu'ils peuvent faire? Mais nous, on disait simplement que, effectivement, ce qui leur reste, parce que c'est aussi de leur droit, c'est d'opposer une sorte d'opposition. C'est-à-dire que lorsque l'un parti a prévu que, OK, aujourd'hui, nous allons organiser notre meeting, parce que c'est aussi ça qui manque à nos partis d'opposition. Les Camerounais veulent voir cette volonté en eux de véritablement aller challenger le parti au pouvoir. Parce qu'un parti qui prévoit organiser une réunion politique dans son siège et qui est empêché, mais qui ne fait rien pour véritablement tenir sa réunion, on demande, mais comment est-ce que vous allez même nous défendre quand vous allez même arriver au pouvoir si on a attaqué? Ça devient compliqué. Ailleurs, les Sonko, Diomaye ne sont pas arrivés là parce qu'ils souriaient. Lorsqu'ils disaient qu'ils vont faire une réunion, ils la tenaient. Avec ou sans la pression des policiers ou des militaires qu'on envoyait assiéger leur siège, ils la tenaient et leurs militants étaient prêts à les soutenir. Oui. Mais il faudrait qu'on ait des leaders politiques qui vont amener justement à ce niveau-là, à dire que non, si on a prévu notre meeting, nous allons le faire. Et vous n'allez pas nous empêcher parce que c'est la voie constitutionnelle qui nous est recommandée. Très bien. Alors, Emmanuel Yamga, vous avez dit que vous avez le temps. Justement, le facteur temps, est-ce que vous avez encore le temps? On est à juste quelques mois de la présidentielle. On ne sait pas si au finish, il y aura une candidature unique d'opposition. On prend quelques exemples justement pour montrer à l'opposition que peut-être il n'y a plus de temps pour vous. Décidez-vous et allez justement en étant une force solide, un indivisible, comme on dit. Oui, non, je n'ai pas dit que nous avons le temps. J'ai dit nous prenons le temps de savoir exactement. Le temps de prendre le temps la prise de temps, ça peut tenir sur une semaine. Je veux dire, nous ne devions pas nous précipiter après cette démission-là, aller vers eux sans réellement nous poser un certain nombre. Ça veut dire que le MRC est conscient du fait qu'il n'y a plus de temps. Oui, peut-être, mais je dis, nous devons nous poser un certain nombre de questions, essayer d'apporter un certain nombre de réponses à ces questions avant de nous lancer vers des personnes qui, depuis un certain nombre d'années, nous ont mis mal à l'aise. C'est ce que je voulais préciser là-dedans. Maintenant, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le professeur a relevé que l'opposition, au lieu de rester là à dénoncer, à dire pourquoi est-ce que les réunions se sont tenues au Palais de l'Unité, pourquoi est-ce que c'est le SGPR qui a organisé la réunion, l'opposition devrait plutôt s'organiser pour présenter une contre-offensive à ce qui se fait. Et je dis, c'est ce que nous faisons au PCN. C'est peut-être parce que nous ne disposons pas des moyens de relais des informations que le RDPC dispose pour relayer ces informations. Nous le faisons le 3 juin, il y a de cela 2 ou 3 jours, nous avons tenu une réunion stratégique dans notre base à Yaoundé, une réunion au cours de laquelle il fallait justement évaluer et planifier ce qui doit être fait, ce qui a été évalué, ce qui a été fait et planifié par rapport aux jours à venir, parce que d'ici là, le corps électoral va être convoqué. Et je voudrais, avec votre permission, lire ce court message, ce court texte que Capra Libye a publié après cette réunion. Nous avons tenu une réunion d'évaluation
des 3 mois de travail de planification, d'organisation et de suivi effectués par l'équipe de la CSP 2025, CSP qui veut dire Commission stratégique de préparation de la présidentielle de 2025, mise en place depuis avril 2025. Après les principaux responsables du conseil de supervision, du comité exécutif et des sous-commissions stratégiques et thématiques, nous avons ensemble mesuré le travail très intense qui s'effectue depuis des semaines, dans le but de consolider le travail effectué depuis 2019, car en effet, il ne s'est pas passé un seul jour de travail au PCN depuis le 11 mai 2019 qui n'a été consacré à la préparation de l'élection présidentielle de 2019. S'il vous plaît, c'est le communiqué des partis, nous n'en sommes pas encore. C'est pas un communiqué, je vous laisse juste, je lisais ça juste pour indiquer, pour indiquer que nous travaillons et certainement un certain nombre de personnes ne sont pas au courant. N'est pas au courant et voudrait laisser croire que l'opposition ne fait rien. Ce que nous relevons là, nous observons ce que le RDPC fait, nous dénonçons, mais nous ne nous éternisons pas là-dessus pour dire qu'ils ont tenu des réunions au Palais de l'Unité. Ce qui n'est pas, nous devons dénoncer cela. Nous dénonçons et nous passons à autre chose. Cette autre chose, c'est notre réunion de préparatoire à cette élection. Très bien, on va sortir de ce programme en faisant un dernier tour de table. Je vais commencer par vous, Monsieur Etogo. Alors, le professeur n'a pas d'argument solide. Pourquoi pense-t-il que l'opposition dort? L'opposition est-elle suiveuse du RDPC? Soyons sérieux. L'opposition a sa stratégie et on voit très bien qu'elle travaille sereinement pour atteindre l'objectif. L'agitation du RDPC ne saurait ébranler l'opposition. Attendez, Madame le Président Paul Biya est dans l'incapacité physique de gouverner le pays de par son âge. Le Président règne mais ne gouverne pas. Basile Togo. C'est faux. Le président gouverne puisque nous avons vu des nominations qui ont été actées le 19 mai. Oui. Les nouveaux membres du Conseil de la Commission nationale contre la corruption, ils ont été installés il y a, je pense, 5 jours. Et il y a eu des nominations qui se sont déroulées au sein des organes de la République. Donc, je voudrais, sur cette base-là, balayer d'un revers de la main ces paroles qui ne visent qu'à discréditer les actions dont mène le chef de l'État. On ne fait pas une politique, un projet de société en se basant sur l'âge d'un adversaire politique. Ce sont des éléments qu'on met dans le projet de société qu'on présente aux Camerounais. L'âge n'est pas un élément sur lequel on doit se baser, soit pour avoir des élus, soit pour sanctionner quelqu'un. Oui. C'est là de la faiblesse des partis politiques de l'opposition. Quand vous n'avez rien à proposer, la seule chose que vous pouvez proposer, ou bien que vous pouvez mettre sur la table pour discréditer l'autre, ce sont des éléments comme ça, mais qui ne marchent pas. Parce que depuis, en 2018, le chef d'État avait 88 ans. Les Camerounais ne sont pas ignorants. Les Camerounais ne sont pas ignorants de l'âge du chef de l'État. Il avait 88 ans. Mais il a été élu à près de 72%. Il y avait des moins jeunes, des plus jeunes, excusez-moi, pour ne pas dire des moins âgés que lui. Mais ils ont eu quel résultat? Si c'est cette base-là dont vous voulez capitaliser sur le sympathie électorale des Camerounais, mais ça veut dire que vous ne connaissez pas ce que c'est que la politique. Vous ne savez pas ce que c'est que la politique. Vous ne connaissez pas la sociologie du peuple camerounais. Le peuple camerounais pense différemment que ces mécanismes qui sont mis en place par les partis politiques de l'opposition. C'est de la faiblesse. Nous, on veut aller à une élection présidentielle, argument contre argument. C'est de ça qu'il est question. Si vous avez des arguments que vous pouvez mettre contre le RDPC, nous sommes preneurs. Et puis on va, le moment venu, discuter sur cette base-là. Par ailleurs, je voudrais dire que il peut arriver un moment où l'État est la main lourde. Et là, il faut dénoncer. Mais il faut aussi arriver à un moment où le citoyen a la main lourde. Et là, il faut aussi que les membres de la société civile dénoncent. Moi, je salue avant en face l'exemple qui a été pris par M. Moukoudi oui. sur le plateau,
concernant le leader du MRC. Mais je n'ai pas vu une condamnation de la société civile lorsqu'il a fait un rapprochement avec le Sénégal en parlant des morts. Mais il n'y a pas qu'au Sénégal qu'il y a eu une transition par les urnes, sans effusion de sang. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de ça? Pourquoi est-ce qu'on accepte de manière subtile qu'on jette, n'est-ce pas, ce message dans l'esprit des Camerounais que pour qu'il y ait une transition démocratique, il faut forcément qu'il y ait des morts? Non. Au Bénin, il y a eu une transition politique, il n'y a pas eu de morts. Au Togo, il y a eu une transition politique, il n'y a pas eu de morts. Mais c'est là où la société civile échoue le plus souvent. Parce que là où on les attend, mais ils ne sont pas présents. Mais ils sont simplement là. On a l'impression que les chevals où il faut frapper forcément sur le RDPC. Quand il s'agit de RDPC, on sort toutes les théories, on sort tous les concepts. Mais écoutez, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Donc, je voudrais, pour mon mot de fin, puisque je n'ai plus parole sur le plateau, je voulais rassurer le peuple camerounais. Je voulais les rassurer que l'élection présidentielle de 2025 se passera dans des conditions de paix, de calme total. Et que le moment opportun, ils iront voter. Nous allons faire ce que nous appelons la communication électorale, puisque le moment n'est pas encore venu de faire la communication électorale. 10 secondes, s'il vous plaît. Mais j'ai pu leur rassurer que ce qui se passe actuellement, c'est ce qu'a voulu le chef de l'État, la vitalité démocratique de notre pays. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre. Donc, qu'il n'y ait pas peur, qu'il n'y ait pas de peur aucune. Merci, monsieur Etogon. Je le redis, l'élection présidentielle 2025, c'est la plus belle élection qu'aura gagné le RDPC. On parlait de respect sur ce plateau, monsieur. Alors, Emmanuel Yamga, oui, monsieur Moukoudi, je suis en phase avec vous. L'opposition travaille dans des conditions hautement difficiles. Le candidat Maurice Kamto est même presque interdit de séjour à Douala. Alors, justement, il y a un téléspectateur qui dit que l'opposition ferait mieux d'unir ses forces, tant financièrement qu'humainement. Là, vous gagnerez peut-être cette élection 2025, qui est l'un de vos principaux challenges. Cabral Lévy l'a toujours dit, nous l'avons toujours dit au sein de notre parti, nous sommes ouverts à toutes les concertations, à toutes les marches qui pourraient faire en sorte que... On a justement vu les précédentes tentatives qui ont échoué. Ça échoue peut-être parce que la méthodologie n'est pas bonne. Nous disons que avant qu'on ne choisisse quelqu'un qui doit nous représenter, il faut bien qu'on se concerte, qu'on se retrouve et qu'on en discute, qu'on trouve les éléments nécessaires qui pourront faire ce que ce soit tel ou tel qui amène l'ensemble de l'opposition à la victoire finale. Merci. Et je dis, cette concertation reste ouverte au sein du PCRN. Merci beaucoup. Alors, David Moukoudi, vous préparez forcément avec l'ONG Monde Avenir à aller justement être scrutateur dans les différents bureaux de vote. Comment ça se passe, la stratégie actuellement? Pas scrutateur, mais observateur évidemment. Nous allons, comme d'habitude, faire le quadrilla. D'ailleurs, nous avons commencé parce que chez nous, la particularité, c'est que nous, on observe le processus électoral et non le scrutin. C'est pour ça que beaucoup sont souvent surpris de voir que peut-être 2-3 ans avant le scrutin, nous, on est sur le terrain pour observer comment l'élection est en train de se préparer à travers d'abord même la loi électorale, et on met beaucoup plus la question de la loi électorale sur la table parce que lorsque les règles du jeu ne sont pas saines, le jeu en lui-même ne va rien produire. Et donc, on a commencé ce travail depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Et actuellement, nous sommes en train d'accompagner l'organe en charge de gestion des élections Cameroun, d'essayer d'augmenter le nombre d'inscrits sur les listes électorales. Depuis la semaine passée, nous sommes sur le terrain et c'est vraiment fou ce que nous sommes en train de voir avec les nouveaux kits. Il nous arrive à des localités où on fait plus de 200 personnes inscrites avec un seul kit sur la journée. Et je pense que des actions comme celle-là, si l'organe en charge des élections avait démultiplié ça et que ces agents avaient mis un peu plus de volonté et d'énergie, on sera à plus de 10 millions aujourd'hui. Très bien. Donc, alors, lors du prochain scrutin, nous sommes là, nous sommes en train de travailler. On a commencé avec la loi électorale. Malheureusement, beaucoup de choses n'ont pas bougé à ce niveau-là. Nous sommes avec les inscriptions et après ça, nous allons commencer à observer. Très bien, il faut que nous aussi on bouge parce que c'est justement la fin. Professeur Amougoué à la convocation du corps électoral. Désolé, on a fini. Et justement, à la convocation du corps électoral, il y a une redistribution des cartes et c'est visible. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines semaines? Dans les prochaines semaines, il faut s'attendre aux candidatures, tout simplement. C'est la chose la plus importante pour le moment. Dès lors qu'on convoque au corps électoral, c'est 10 jours
Et les candidatures, on n'a pas besoin d'attendre autre chose. Et je voudrais profiter que lorsqu'on parle le bel os à croquer qu'on a donné à l'opposition camerounaise, c'est la candidature unique. Je vais vous dire qu'il a inventé ce bel os. C'est l'actuel secrétaire général adjoint du RDPC. C'est le bel os. Vous êtes incapable de vous unir, vous ne pouvez pas nous challenger. Et ils sont tombés dans ce piège. Et c'est chaque fois qu'il y a un problème, on leur donne encore ce bel os à croquer, la candidature unique de l'opposition. Merci à vous, messieurs, d'avoir été sur ce plateau. C'est inventé en 1997, ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Très bien. Merci, messieurs, d'avoir fait le déplacement. Merci à vous également, chers téléspectateurs et auditeurs de Dash Radio également, puisque c'est en direct, d'avoir participé ou d'avoir regardé ce programme. Très bonne suite des programmes justement sur Dash Télévision et Dash Média. Et à dimanche prochain.